Merci d'être venus aussi nombreux. J'espère ne pas vous assommer trop. J'ai plutôt une ambition, c'est de vous donner des points de repère. Vous verrez, certains tableaux peuvent sembler complexes, mais je vous désignerai les chiffres à retenir. Voilà. Alors, on m'a demandé d'aborder le thème de la sécurité nationale. Comme je savais que la gendarmerie était passée juste avant, j'ai réorienté un peu le sujet sur finalement la contribution des armées à la sécurité de ce pays, bien évidemment. Vous savez, de toute façon, tout est complètement intriqué aujourd'hui. Mes propos n'engagent que moi-même, c'est-à-dire un citoyen plus ou moins attentif à la marche du monde, mais qui possède sans doute quelques référentiels que d'autres n'ont pas. C'est pas un reproche. Je connais pas le métier d'avocat, je connais pas le métier de chirurgien, etc. Je ne suis porteur d'aucune vérité absolue. Je souhaite surtout que le débat puisse s'engager au terme de mon propos. Donc la présentation sera filmée. En revanche, les questions ne le seront pas, ce qui nous laissera une plus large autonomie et pour poser des questions et surtout moi pour y répondre. Voilà. Pour me rajeunir un peu, je suivrai un plan complètement inhabituel, celui d'un ordre de chef de section d'infanterie française. Ça va en rajeunir quelques-uns. Donc on parlera de la situation de ce pays, de la mission des armées, de l'intention qui se cache derrière ces missions et surtout derrière la dernière loi de programmation votée dans l'indifférence générale au mois d'août 2023 et qui nous engage pour 7 ans quand même, ce qui n'est pas rien. On parlera des modalités d'exécution en parlant un peu quincaillerie et puis à la fin je reviendrai sur quelques points particuliers. Mais en préambule, vous me permettrez de revenir sur un certain nombre de points dimensionnants. De quoi parle-t-on au juste? Quelques rappels indispensables à la compréhension des problèmes de défense. La sécurité nationale est la première raison d'être d'un État, en contrepartie des contraintes qu'il impose aux citoyens par ailleurs. Pour former une nation, il assure leur sécurité contre tout type d'agression extérieure et intérieure, leur intégrité physique et domaniale, leur sécurité sanitaire, leur sécurité alimentaire, etc., etc. C'est sa seule raison d'être. On ne peut pas accepter d'entendre des hommes politiques aujourd'hui dire il va falloir s'habituer à vivre avec le terrorisme. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le distinguo sécurité intérieure, sécurité extérieure est de moins en moins pertinent dans un monde rétréci par la vitesse des moyens de transport, mais surtout par la vitesse de l'information. Vous êtes informé aussi rapidement de ce qui se passe à l'autre bout de la planète que ce qui se passe au coin de la rue ici. Voilà. À tel point que nos pays occidentaux aujourd'hui, et on le mesure tous les jours, dans nos pays occidentaux, l'émotion a pris définitivement le pas sur la raison. Depuis des décennies déjà, la défense est globale. L'article 5.2, je rappelle, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, ce qui nous renvoie à sa responsabilité suprême en matière d'utilisation de l'arme nucléaire. Article 21, alinéa 1, le Premier ministre est responsable de la défense nationale, ce qui en souligne le caractère totalement interministériel et la totale intrication aujourd'hui des problèmes de défense qui concernent tous les ministères. Alors vous noterez qu'on passe souvent d'un ministère des armées à un ministère de la défense, etc. Alors les gens s'y perdent un peu. Bon, c'est pas anodin politiquement. Généralement, quand le ministre pèse lourd au plan politique, on en fait un ministre de la défense. Quand il pèse pour moins lourd, on dit que le ministre des armées suffira. Sur le fond, ça change rien du tout. Voilà. Quelques rappels sur notre poids dans le monde aujourd'hui, quand même pour revenir à des considérations un peu plus raisonnables. Sur 1000 habitants de la planète, il y a 9 Français. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, mais cela permet de relativiser notre influence sur la scène internationale et de tempérer parfois notre ego, voire celui d'hommes politiques. Déjà en 67, au cours d'une conférence de presse restée célèbre, au cours de laquelle déjà le général de Gaulle aborde le problème du conflit israélo-palestinien, etc., etc., le général de Gaulle reconnaît
que la voix de la France n'avait pas été entendue. Ça s'est franchement pas arrangé depuis, quoi. Voilà. Cela signifie que notre sécurité dépend aussi et peut-être surtout du comportement et du bon vouloir des 991 autres habitants de la planète. Ce rapport de force, ou plutôt ce rapport de faiblesse, continuera d'évoluer en notre défaveur et en défaveur des pays à faible population et démographie fragile. En 2021, l'Europe des 27 comptait un peu moins de 450 millions d'habitants. Elle pourrait atteindre 750 millions en 2050 pour peu qu'elle survive à cet horizon-là au plan politique. En 2050, la population française sera au mieux de 70 millions pour 68 aujourd'hui. Tandis que la population mondiale passera de 7,7 milliards à 10 et que la population africaine doublera au cours des 25 prochaines années pour atteindre presque 2 milliards. Alors l'Afrique n'arrive déjà pas à se nourrir aujourd'hui. Imaginez ce que ça va être avec une population qui double. En 2050, sur 1000 habitants de la planète, il n'y aura que 7 Français, dont 2 auront plus de 60 ans. Les ressources naturelles maintenant. Nous vivons dans un pays démuni de tout. On a des idées mais pas de pétrole, alors ça on le dit depuis longtemps, et c'est un slogan qui a la vie dure et qui n'est pas prêt de changer. Nous vivons dans un pays où la tertiarisation et la protection de l'environnement n'a pas cessé d'affaiblir une industrie productrice de richesse. Nous avons progressivement construit une société de services, obsédée par la protection de la nature dans laquelle nous ne faisons plus guerre, et qui ne produit plus l'essentiel de ce dont nous avons besoin, et dépend pour sa survie matérielle de grandes puissances industrielles peu soucieuses d'environnement. Tout ça devient de plus en plus compliqué. Sur les 1000 habitants de la planète, nous sommes donc là encore dépendants des 991 autres. Pour ne pas respirer trop mal dans quelques années, quels que soient nos efforts par ailleurs. Alors d'où une double obligation. Acheter nos ressources et autres matières premières. Finalement, c'est un problème d'épicerie, quoi. Fabriquer et revendre sur le marché intérieur pour survivre et le marché extérieur, en faisant de la marge pour acheter nos ressources et autres matières premières, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc nous avons, en matière de sécurité nationale, une obligation absolue, c'est celle de la stabilité du monde. Si nous ne contribuons pas à la stabilité du monde, inévitablement, nous connaîtrons au plan intérieur des problèmes énormes. Voyons la situation. Contre quel type d'agresseur avons-nous à nous défendre pour préserver notre intégrité territoriale et cette stabilité internationale? Alors, les menaces de conflits interétatiques n'ont pas disparu, comme nous le montre le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ce type de conflit avait été à un moment écarté, car en désignant clairement l'agresseur, il l'exposait inévitablement à des réactions de niveau étatique. Encore faut-il d'ailleurs, que ces réactions soient compatibles, une fois passé le moment d'émotion initiale, avec les intérêts supérieurs des nations offusquées. Faut bien comprendre. C'est plus aléatoire. Après quelques années de rêve de paix éternelle, dans une Europe qui tient plus de la grassouillette vache laitière que du fougueux taureau andalou, qui est prêt à mourir ou à envoyer ses enfants mourir pour Kiev, l'Arménie ou Israël? Faut se poser la question. Un constat. Jusqu'à présent, ces très urgences et conflits symétriques se heurtent à un plafond de verre sur lequel nous reviendrons, le recours possible aux armes de destruction massive et notamment aux armes nucléaires. Mais il y en a d'autres. Avec une vraie question. Pour combien de temps encore? Alors les menaces transétatiques, elles se sont développées sur la planète comme une gigantesque tache d'huile, au fur et à mesure
de l'expansionnisme d'un islamisme radical, devenu de plus en plus agressif, disons-le tout net, insupportable. Ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire de la planète. Il suffit de regarder une carte de l'Europe entre le 7e et le 14e siècle pour s'en convaincre. Je vous rappelle que les troupes arabo-berbères ne quitteront le Languedoc qu'en 759, donc c'est bien après 732, et que Narbonne s'appelait à ce moment-là Arbougnat. Et le royaume de Grenade ne tombera qu'en 1492, date que tout le monde connaît, surtout pour la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ces menaces aussi, elles sont nées de l'ambiguïté des traités consécutifs à la Grande Guerre qui promettent un peu tout et son contraire aux populations arabes et aux populations juives. Accord Saïs-Picot de 1916, déclaration Balfour de l'année suivante, aux Turcs et aux Arméniens, traité de Sèvres de 20, et puis le traité de Lausanne de 23, qui adoucit le précédent et finalement qu'on est content de tous les autres. En fait, ces menaces, elles sont aussi nées de l'extermination de 1,5 million d'Arméniens en 15, de 5 à 6 millions de Juifs de 1941 à 45. Alors vous me direz, parce qu'on me le dit, que rapporté aux 17 millions de tués de la Première Guerre mondiale, aux 51 millions de tués militaires et civils de la Seconde, et aux millions de tués de l'idéologie communiste depuis son avènement, ces pertes, pour dramatiques qu'elles soient, sont malheureusement noyées dans la masse des morts de notre histoire mondiale. Sauf qu'il ne s'agit pas de soldats morts au combat, ou de victimes collatérales et d'exactions, mais d'êtres humains, exterminés pour ce qu'ils étaient, juifs et arméniens. Ça s'appelle un génocide, et nous y reviendrons dans quelques instants. En clair, l'islam, dans sa version la plus extrémiste, a repris son expansionnisme à un moment contrarié par la reconquista, la colonisation, les traités d'après-guerre, et surtout, la création de l'État d'Israël le 14 mai 48 et la partition de la Palestine. La caractéristique majeure de cet expansionnisme de conviction, sans claire délimitation territoriale, c'est son anomie. Qui est vraiment derrière les flambées de violence que nous connaissons actuellement, et surtout quels en sont les acteurs sur le terrain? Le terrorisme, c'est le grand retour de l'affrontement asymétrique, dans leur version la plus difficile à combattre. C'est la mobilette contre le Merkava, la Kalash contre l'obusier de 155, le papier griffonné par un estafette contre les systèmes d'écoute les plus sophistiqués, les drones et les roquettes bidouillées, contre les tweets, les graffitis incitant à la haine, et à une violence qui s'affranchit des règles du droit international et de toute humanité. Ces combats asymétriques sont installés dans notre vie quotidienne par médias et réseaux sociaux interposés, une barbarie qui prend la tête de tous les gens à peu près sensés et exacerbe la violence de tous les autres. Malheureusement, ce n'est pas une nouveauté. Les convictions religieuses peuvent être un moteur très puissant de ces affrontements, car il nous faut bien constater que dès que les hommes ont commencé à croire en un Dieu, ils ont aussitôt commencé à s'entretuer avec ceux qui ne pensaient pas comme eux. Du massacre de Vassy, parce qu'il faut bien commencer à un moment donné, à l'édit de tolérance de 1787, la France a connu le pire. Et c'est bien de ces 225 ans d'affrontements fratricides que vient l'obsession française de la laïcité. Ah, oui, mais je sais. La transcription, c'est mal faite. Au premier alinéa de l'article 1 de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans origine, de race et de religion. Voilà. C'est comme ça. Or, pour tous ceux qui méconnaissent notre histoire, et bien évidemment notre Constitution, ça va souvent de pair, tout cela n'y voit qu'une réaction récente à un islamisme radical conquérant, alors qu'elle n'est rien d'autre que la traduction de notre soif de liberté de pensée et de culte, et surtout le garant de la paix civile à laquelle nous aspirons tous.
À ces tendances lourdes viennent s'ajouter de nouveaux domaines de conflictualité et de criminalité qui savent parfaitement jouer des technologies aujourd'hui à la disposition de chacun d'entre nous et les détourner à moindre coût pour déstabiliser nos sociétés et bien sûr mener leurs opérations les plus sanglantes, voire les plus lucratives. Le chiffre d'affaires mondial de la drogue est estimé à 250 milliards aujourd'hui, ce qui fait 5 fois notre budget de la défense. Rien, hein. La cybercriminalité s'est installée durablement dans notre paysage numérique et va continuer à peser très lourdement dans une société de plus en plus connectée, provoquant une course ruineuse à la protection des réseaux, déclinaison moderne de la course entre l'épée et la cuirasse. Par ailleurs, ces technologies nouvelles ont amplifié de façon exponentielle une véritable guerre dans la guerre, celle de l'information et surtout de la désinformation, véritable guerre de déstabilisation anxiogène dont nous sommes tous la cible. Enfin, il est certain que les évolutions climatiques vont générer de nouvelles tensions suite au rétrécissement des espaces viables sur Terre et à la raréfaction de l'eau potable. Ce retour de la violence d'État et de la barbarie constitue une nouvelle rupture stratégique, vous me direz une de plus. Alors le conflit en Ukraine, sur lequel je me suis beaucoup exprimé, oui, dans les transcriptions ça bouge un peu, c'est pas grave. En montrant le conflit en Ukraine, en montrant que le retour de la violence d'État finalement sanctionnait ou avalisait un moyen de règlement des conflits au nez et à la barbe d'institutions internationales impuissantes, a ravivé les tensions interétatiques et des tensions qui pourraient bien dégénérer. C'est-à-dire que la guerre est redevenue possible sous l'œil, finalement, d'institutions internationales conçues à grands frais, etc., qui révèlent toute leur impuissance. Mais l'Ukraine n'est pas le seul baril de poudre menaçant la sécurité de la planète. Entre Taïwan et la Chine, vous avez tout là-dessus, qui vient de passer un accord de sécurité historique avec les îles Salomon dans le Pacifique. Les îles Salomon, c'est Guadalcanal. Hein. Entre les deux Corées, celle du Nord poursuivant tranquillement son programme de missiles balistiques et se préparant à de nouveaux essais nucléaires. Qu'on vient de noter d'ailleurs qu'il vient d'y avoir récemment, au cours de l'été, une réunion d'état-major entre la Corée du Sud et l'OTAN. C'est-à-dire que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est en train de migrer vers le Pacifique. Entre l'Inde et le Pakistan, au Cachemire, mais aussi entre l'Inde et la Chine, dans l'Arunachal Pradesh, entre le Bhoutan et la Birmanie. D'autre part, il serait étonnant que la Turquie et l'Azerbaïdjan ne saisissent pas cette opportunité pour en finir avec l'Arménie. En rayant de la carte ce petit pays chrétien, sous l'œil mi-clos d'un Occident omnibulé par son approvisionnement en pétrole à partir de Bakou. L'offensive sur le Haut-Karabakh n'est rien d'autre qu'un nettoyage ethnique. Il serait par ailleurs aussi étonnant que les Balkans ne connaissent pas un regain de violence au cours des prochains mois. Alors, que dire de la situation au Moyen-Orient? À force de répéter depuis des décennies qu'elle est explosive, elle va bien finir par exploser. Au Liban d'abord, suite à une paupérisation dramatique de la population autochtone, qui vit aujourd'hui moins bien que les populations réfugiées, qui sont, elles, entretenues par la communauté internationale. Bien sûr, l'attaque du Hamas sur Israël, avec des actions de rétorsion en cours, dont on ne voit pas bien où elles pourraient s'arrêter, ni surtout si elles conduiront à la destruction du Hamas sans faire tout exploser par sympathie islamiste. Ce qui interpelle dans cette diapositive-là, c'est la taille des belligérants par rapport au reste du monde et la taille de la bande de Gaza par rapport au reste du Moyen-Orient, qui menace la survie d'Israël. La bande de Gaza, c'est à peu près le champ de bataille de Verdun. Hein.
C'est pas plus grand. L'attaque terroriste du 7 octobre pourrait bien produire les mêmes effets que le 11 septembre 2001, une réaction massive, des pertes énormes en soldats occidentaux et en population civile, et puis finalement, une vingtaine d'années plus tard, un retour à la case départ, quoi. Voilà. Il y a quand même une grosse différence entre Israël et les USA, c'est la profondeur de champ. Les deux océans placent les États-Unis à l'abri d'un déferlement massif, ce qui n'est pas du tout le cas d'Israël, qui ferait bien de se garder sur ses autres frontières. La stratégie de la sauvagerie, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y avait pas d'objectif militaire à l'action du 7 octobre. Cette stratégie de la sauvagerie employée par le Hamas n'est pas sans rappeler, au plus ancien, le massacre particulièrement sauvage de civils sans défense en Algérie, à El Alia, le 20 août 1955, premier jour de l'année 1375 de l'Hégire. Des massacres aveugles d'une extrême atrocité, hommes, femmes, enfants, nourrissons, tués à coups de hache, de pioche, égorgés, violés, éventrés, voire dépecés, émasculés et la suite des mesures. Évidemment, cette action a entraîné une répression aveugle qui fit entre 1000 et 12 000 morts. Voilà. Les historiens disent aujourd'hui entre 3 et 5 000. Ce jour-là, parce que le FLN l'avait voulu ainsi, la rupture par la terreur était consommée pour les Arabes. Pour les Européens, tout Arabe était un égorgeur, et pour les Algériens, tout Européen était un chasseur d'Arabes. En fait, ce jour-là, on rendait inévitablement impossible toute poursuite des négociations, toute tentative de régularisation, de réconciliation. Voilà. Et on est aujourd'hui dans cette même logique-là, d'une barbarie absolue, qui de toute façon empêchera, quoi qu'on fasse, une réconciliation, ou même simplement la poursuite ou la reprise de négociations. C'est le seul objectif de cette affaire-là. Voilà. Alors en Afrique, la Russie, en rétorsion de notre soutien à l'Ukraine, a renoué, je dis notre au sens occidental du terme, hein, a renoué avec les bonnes vieilles pratiques de l'URSS en remettant au goût du jour l'idéologie anti-impérialiste et anticolonialiste. Depuis des mois maintenant, elle se livre à un activisme anti-européen et surtout anti-français, forcené, notamment dans les pays fragilisés par leur instabilité politique et les coups d'État. En Guinée, au Mali, au Burkina Faso, en RCA, au Niger, c'est tous les points rouges, hein, voilà, sur la carte. Voilà. En s'appuyant sur des groupes d'activistes néo-nationalistes ou néo-africanistes, le plus souvent formés en Occident et en France. Voilà. Qui ont trouvé un bouc émissaire tout désigné, la France. Et derrière la tentative de séduction de ces pays vulnérables, il y a surtout une lutte sans merci qui nous renvoie au début de mon exposé pour le contrôle des ressources du XXIe siècle et notre éviction pure et simple du marché des matières premières, indispensable aux évolutions technologiques en cours. Et pendant ce temps-là, la poussée djihadiste, sont les flèches vertes, hein, voilà. La poussée djihadiste vers le golfe de Guinée se poursuit à travers ces kleptocraties corrompues et manipulées par Moscou, sous l'œil apparemment indifférent de la Chine et distant des Américains, qui ne s'offusquent guère, ni les uns ni les autres, de tout ce qui affaiblit la puissance économique de l'Europe. Ces actions de SAP visent également à discréditer l'ONU et les opérations des Nations Unies en Afrique subsaharienne, mais bien sûr partout ailleurs sur Terre. Il est vrai que le retour de la barbarie la plus abjecte au Moyen-Orient nous amène à douter de toutes les constructions juridiques élaborées au fil du temps pour nous en préserver un tant soit peu. Bref, alors que la planète s'enfonce doucement dans une instabilité menaçante, notre relation émotionnelle à la guerre en Ukraine et au Proche-Orient me fait parfois penser au doigt du sage qui montre la lune. Nous regardons le doigt, mais il se pourrait bien que la déflagration vienne d'ailleurs.
Alors face à tout ça, les armées ont reçu une mission. Elle est définie par la loi. Ce ne sont pas les militaires qui décident de partir en guerre. La loi de programmation 2024-2030, votée le 1er août de cet été, fixe de nouvelles orientations qui se veulent novatrices, mais finalement s'inscrivent dans une certaine continuité. La mission des armées. La mission des armées, elle est fixée par la loi. C'est assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. C'est la force des armes ou la menace d'emploi qui dissuade, encore faut-il être crédible au plan national ou au plan international. C'est la force des armes qui dissuade, mais tout n'est pas qu'affaire de moyens et de dispositifs, mais bien de volonté politique, bien sûr dans le respect du droit national et international. Alors, défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. La défense de la patrie d'abord. La défense de la patrie s'entend comme la défense du territoire national, au sens du précaré de Vauban. Si d'aventure il advenait que notre seul système d'alliance européen crédible aujourd'hui, c'est-à-dire l'OTAN, soit pris en défaut, il n'y en a pas d'autre. Dans ce domaine, il faut que les choses soient claires, de cette diapo. À un journaliste qui l'interrogeait sur le recours aux armes atomiques, Mitterrand répondit sèchement « Le nucléaire, c'est moi. » Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien de plus à en dire, sauf à prendre le risque d'affaiblir la crédibilité du président et celle de la dissuasion. Je trouve qu'il y a trop de gens qui parlotent, trop d'hommes politiques qui parlotent sur la dissuasion. Vous noterez que la notion d'ultime avertissement qui existait autrefois, d'abord conventionnel en deuxième échelon de l'Alliance, puis atomique, avec le Pluton, puis le missile Hadès, a disparu après la dissolution officielle du pacte de Varsovie, le 1er juillet 91. Mais comme nous le verrons, rien n'a été concédé sur le nucléaire stratégique. La seconde mission des armées, c'est la défense des intérêts supérieurs de la nation. C'est en gros la défense de tout ce qui permet au pays de vivre au quotidien et d'assurer son avenir en tant que nation et de protéger nos ressortissants à l'étranger. Cela va des matières premières indispensables à une industrie moderne, aux ressources d'énergie passant par tout le reste. Bref, c'est, et j'y reviens, contribuer à la stabilité du monde et d'un monde totalement intriqué. Alors pouvons-nous le faire seuls? La réponse est claire, c'est non. Et là encore, on ne peut le faire qu'en coalition de circonstances, dit ad hoc, ou plus souvent, et le plus souvent, avec l'aval des Nations Unies. En coalition pour des raisons d'acceptation politique, bien sûr, mais aussi pour des raisons de moyens, car ces opérations coûtent cher, et nous ne disposons pas en nombre suffisant, nous comme d'autres d'ailleurs, des moyens de projection nécessaires. Regardez actuellement la difficile opération d'évacuation du Niger, en suivant vers le Tchad, etc., on n'est pas sorti des affaires. Un A400M, le plus ultra en matière d'aviation de transport, d'avion de transport, pour ce qui nous concerne, transporte 30 tonnes à 4500 km. Mais 30 tonnes, c'est le poids d'un seul véhicule blindé de combat de l'infanterie. Un seul. Voilà. Alors l'intention dans tout ça. Notre intention générale semble avoir évolué dans le cadre de la nouvelle loi de programmation, je vous le disais. Mais bon, j'en suis pas convaincu. En dépit de la rupture stratégique constatée, une de plus, il me semble y avoir une certaine continuité. Si vous voulez fouiller plus loin, vous allez voir le rapport annexé à la loi de programmation, c'est 71 articles quand même, c'est quelque chose. Voilà. Alors jusqu'à présent, on avait 5 modes d'action permanents pour assurer la sécurité des Français. Dissuader tout agresseur potentiel en le menaçant d'une rétorsion nucléaire. Être en mesure de déployer face à une crise menaçant nos ressortissants et nos intérêts une capacité de réaction autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de tergiverser, à rentrer dans une alliance, etc. On y va tout seul. Être en mesure de renforcer les forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, qui reste une espèce de boîte qui demanderait à être clarifiée.
Mettre en œuvre toutes nos capacités de surveillance et de protection de l'espace aérien, des approches et des routes maritimes. Développer et mettre en œuvre toutes nos capacités de cyberdéfense. Alors ça c'était permanent, en permanence, tous les jours. 2 modes d'action non permanents, être en mesure de mener des actions non permanentes d'intervention à l'extérieur de nos frontières, au cas où, être en mesure de mener dans la durée une action de coercition majeure, en coalition, sur un théâtre d'engagement unique, dans un contexte de combat de haute intensité, c'est-à-dire qu'en fait on met tout dans la balance, et puis après on verra. Alors la loi de programmation, elle s'est fixé 2 objectifs majeurs en redéclinant les points que je viens d'énoncer. Le premier objectif, il est étonnant, c'est transformer nos armées, pour que la France conserve une supériorité opérationnelle. Bon, remarquez, on voit mal la République dire autre chose. Renforcer la protection de nos territoires face aux menaces actuelles comme futures, réagir de manière décisive en cas d'engagement majeur, défendre et agir dans les espaces communs et nouveaux lieux de conflictualité. Alors ça, c'est un peu nouveau. Ces espaces communs, c'est essentiellement les fonds sous-marins, la mer. Parce qu'en fait, si vous voulez, tout le monde pense qu'aujourd'hui, quand vous envoyez un texto, machin, etc., à quelqu'un aux États-Unis, ça passe par en haut. Non, ça passe par en dessous. Il y a 95% de nos communications numériques qui passent par les câbles sous-marins. Alors, pour aller d'ici à New York, d'abord aller au poteau du coin, ensuite le poteau du coin au poteau suivant, et ainsi de suite. Ensuite, il va finir par un satellite qui va renvoyer ça à une station qui est en tête de câble, et puis ça va passer dans le câble. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont d'une grande vulnérabilité, et puis bien sûr, l'espace. À qui appartient l'espace? Voilà. Soit pour les satellites, etc. Voilà. Alors le deuxième objectif, on va emboîter les poupées, vous allez voir. Le deuxième objectif, c'est renforcer la cohérence et la réactivité d'une armée d'emploi. Donc ça veut dire qu'on admet qu'on a une armée qui est faite pour être employée, c'est pas une armée qui est là au pied, au cas où, etc. Il s'ensuit un dispositif dit de posture et d'engagement articulé en 2 volets. Une posture de réactivité pour faire face aux crises et aux postures d'engagement, tous moyens réunis dans un contexte d'engagement majeur. On reprend les mêmes choses qu'avant. Avec la capacité d'être nation cadre dans une coalition, c'est-à-dire que dans une coalition, on ne serait pas que supplétif. Voilà. On assurerait une partie de la charge en fournissant des structures de commandement. Alors, le renforcement de la réactivité. Le renforcement de la réactivité, le point clé de tout ça, le premier, c'est la permanence de la dissuasion. C'est tous les jours, 7 jours sur 7. Elle est assurée par la force océanique stratégique, les forces aériennes stratégiques, selon des modalités fixées par le président de la République, et bien sûr la force aéronavale, puisque le porte-avions nucléaire emporte aussi des missiles nucléaires qui peuvent être largués par le Rafale. Je rappelle à ceux qui dénigrent la bombinette, là, que nos 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est 16 missiles dans chaque sous-marin, et que dans un sous-marin, finalement, on a 640 fois, de 640 fois à 1000 fois la capacité de destruction d'Hiroshima. Voilà. Ce qui n'est pas rien, quoi. Les missiles emportés par les Rafales, c'est en gros 300 kilotonnes, donc c'est 5 fois Hiroshima, et ça peut aller 500 km après le largage par l'avion. Voilà. Alors ensuite, on aborde tous les problèmes de protection élargie. Vous allez voir, alors ça, ce sont les sous-marins. Vous voyez, il y a 8 missiles d'un côté et 8 missiles de l'autre, voilà. Et puis les Rafales. La protection élargie, c'est la permanence de sûreté aérienne, étendue aujourd'hui à la lutte anti-drone et étendue à la très haute altitude. Parce qu'en fait, il y a entre l'espace et ce qui se passait jusqu'à 10 000, 15 000 mètres, etc., on peut monter encore un peu plus haut aujourd'hui. Permanence de la cybersécurité, afin de protéger l'espace de communication. Cet espace est immense aujourd'hui.
il est créé par l'interconnexion de quasiment tous les réseaux, de tous vos ordinateurs. Et bien sûr, on est à la merci de ce qu'on voit tous les jours, hein, piratage, les hackers, les ceci, etc. Permanence du renseignement stratégique, protection du territoire national, auquel on consacre 2 brigades. 2 brigades, ça commence à faire du monde en complément des forces de sécurité intérieure et civile. Conduire des actions d'influence et de lutte informationnelle, et puis bien sûr assurer la sécurité dans l'espace des engins que nous y avons déployés, nous. Et puis on retrouve toujours la contribution des armées à certaines missions de service public, sauvegarde au secours et secours aux populations, soutien aux autres administrations. En fait, vous voyez, on annonce une loi de rupture, il y a continuité, quoi. Voilà. Alors la partie force de réaction, alors là on a créé un truc nouveau, un échelon national d'urgence renforcé. Bon, cela dit, dedans on met en gros ce qu'il y avait avant, quoi. Voilà. Donc on a changé l'enveloppe. Alors c'est jusqu'à une brigade de forces terrestres. Oh, une brigade, ça va entre 6, 7, 8 000 hommes, suivant la composition, incluant les appuis et les soutiens, 3 bases aériennes projetées, un groupe aéronaval, un groupe amphibie, etc., etc. Pour les engagements de plus grande ampleur. On a créé donc cet échelon national d'urgence renforcé, qui comprend une force de réaction rapide. Bon, c'est les gens qui sont en alerte permanente, hein. C'est des petites unités qui sont là pour aller saisir une plateforme, une entrée de tête, etc., une entrée d'une tête de pont, etc. Et puis ensuite, on envoie la cavalerie. Une force interarmée de réaction immédiate. Alors, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'avant, chaque armée développait ses capacités. Aujourd'hui, tout va être planifié pour que tout soit intégré de façon interarmée quasiment dès le départ. Et puis, une force interarmée, où là, on passe à la vitesse supérieure en engageant des moyens qui sont très, très importants. Alors, pour les engagements opérationnels courants, je vais marquer au-dessus, on consacre à peu près le même somme qu'aujourd'hui. Ce qu'on appelle les opérations opérationnelles courantes, c'est ce qu'il y avait en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il y avait au Mali, au Niger et ailleurs. Voilà. Et puis un dernier point, hop, si ça se gâte vraiment, à ce moment-là, c'est très simple, on vide les caissons et on fait avec tout ce qu'on a. Alors le tout ce qu'on a, on va en parler, quoi. On va en parler parce que c'est parfois un peu compliqué. Alors les modalités d'exécution. Les modalités d'exécution, c'est simple. Il faut de l'argent, des hommes et des moyens. Alors les moyens financiers. Ce pays a toujours eu un travers. Le 24 février 2022, le retour de la guerre à 2000 km de Paris a conduit les Français, par médias et politiciens, par campagne électorale interposée, à s'interroger sur la capacité des armées à les protéger. Et les journalistes, qui jusqu'à présent étaient des spécialistes diplômés d'État de la Covid-19, se sont mis à compter les chars, les avions, les bateaux, etc., et à fournir les réponses que tous les Français attendaient. Bon, cela dit, il est vrai que le constat peut quand même inquiéter. Il peut inquiéter, je le dis souvent, et d'ailleurs, je rappelle que dans ce que je dis, souvent on me dit, oui, mais les généraux, quand ils étaient en activité, ils disaient rien, puis maintenant ils disent, ah non. Tout ce que je vous dis, je l'ai dit déjà aux auditions parlementaires, etc., ou dans d'autres interventions. Voilà. Et il y avait un constat simple. Je disais en 14, je le disais à l'Assemblée nationale, en 14, on mettait un fantassin tous les 50 cm de Nice à Dunkerque. C'est quelque chose. Au plan tactique, c'est moyen. Mais aujourd'hui, on fait la même chose entre la place de la Comédie et Palavas-les-Flots, quoi. C'est ça la réalité de l'infanterie aujourd'hui, quoi. Voilà. Je disais aussi qu'il y a 3 fois moins de canons, et ça c'était avant qu'on en donne aux Ukrainiens, 3 fois moins de canons dans l'artillerie française que dans la cour des Invalides.
C'est ça. Et ça, c'est indiscutable. Voilà. Alors, ce questionnement tardif, je le disais, est une constante de notre histoire nationale. Je vous dis parce que c'est le 13 juillet 14, le sénateur Charles Imbert, 13 juillet 14, la guerre commence 15 jours plus tard, dénonce le niveau d'impréparation de l'armée. Monsieur Messimy, alors ministre de la guerre, lui répond aussi sec. Il répondait toujours aussi sec, de toute façon. Le gouvernement n'est pas responsable de ce que le pays s'était laissé prendre à la chimère de la pacification universelle, mais on allait se remettre à la besogne sans retard, et l'armée française serait prête en 1916. Bon, le problème, c'est que les Allemands, ils n'ont pas attendu. Voilà. En 1932, le commandant de Gaulle note dans le fil de l'épée: aussi longtemps que la patrie n'est pas directement menacée, l'opinion publique répugne aux charges militaires. Or, c'est cette opinion qui fait et défait les hommes politiques, qui sont d'abord soucieux de cet électorat. 5 ans après la libération du pays, au milieu des années 50, le général de Gaulle écrira dans ses mémoires de guerre: témoin réservé, mais passionné des affaires publiques, j'assistais à la répétition continuelle du même scénario. Une dernière citation, enfin, qui me semble promise à un bel avenir dans nos livres d'histoire. Le 10 juin 1990, à ce moment-là, la seule armée de terre comptait alors 35 000 hommes de plus que les 3 armées aujourd'hui. Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale, tirant des enseignements à courte vue de la chute du mur de Berlin, déclare que le moment est venu d'engranger les dividendes de la paix, donnant ainsi le coup d'envoi du démantèlement des armées européennes qui avaient fait face pendant 36 ans à celle du pacte de Varsovie. Le 2 août 90 éclate la première guerre du Golfe. Faute de pouvoir engager ses appelés, la France, alors 5e puissance économique du monde, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et puissance nucléaire, fournit à grand-peine 12 500 soldats à une coalition de 34 États qui compte plus de 900 000 combattants. Le 22 février 96, prenant acte que nous n'avons plus d'ennemis à l'Est et qu'il est juridiquement impossible de participer à la stabilité du monde hors du territoire national avec des appelés peu préparés aux conflits modernes, nous étions convenus avec le président Chirac qu'on ne pouvait pas engager en Afghanistan un soldat à moins d'1 an de formation. 1 an de formation. Le président Chirac annonce la suspension du service national et la professionnalisation des armées, forcément moins nombreuses, confirmant ainsi un principe que personne n'a remis en cause depuis la défense de la patrie aux forces nucléaires. Depuis, c'est la défense de la patrie aux forces nucléaires, la défense des intérêts supérieurs de la nation aux forces conventionnelles de projection désormais professionnelles. C'est ça la réalité aujourd'hui de la sécurité nationale des Français, l'Hexagone et d'autres territoires, le nucléaire, les intérêts supérieurs de la nation, les forces conventionnelles. Alors les lois de programmation et les lois de finances. Alors j'aime bien cette phrase, c'était un de mes anciens généraux qui me disait, on planifiait le transit des Alliés à travers du port majeur de Saint-Nazaire jusqu'à la frontière allemande, au milieu des années 80. Et il y avait cette phrase, il me dit, sans planification on ne va nulle part, avec une bonne planification on va sûrement ailleurs. Je confirme. Je confirme parce que j'ai expérimenté, et puis vous pouvez regarder toutes les lois de planification, tous les trucs, etc. De toute façon, ça va jamais là où il faut. Voilà, ça va toujours ailleurs. Mais, sans loi de planification, on va nulle part. C'est ça, il faut bien comprendre. Alors, au moins le mérite de prévoir quelque chose. Alors, la loi de programmation, il y a un bout qui est parti en route, bon, c'est pas grave. La loi de programmation, c'est, comme je vous l'ai dit, elles sont jamais respectées. En gros, sur 6-7 ans, on perd toujours une annuité. Voilà. Sauf la dernière.
Et la dernière, on l'a pas allée au bout, puisque la suivante, elle coiffe les 2 dernières annuités de la loi précédente. Voilà. Donc, on ne saura jamais. Celle-ci reprend en compte la précédente, les 2 dernières années de la précédente. Il y a un point que les gens ignorent, c'est un peu compliqué, mais c'est que les lois de programmation sont exprimées en crédit de paiement et pas en autorisation de programme. C'est-à-dire qu'en fait, les premières annuités des lois de programmation payent ce qui a été commandé par les dernières. Voilà, il y a toujours un décalage. Voilà. Ensuite, il faut prendre en compte sur la durée de la période l'inflation. Bon, là, on est quand même à 400 milliards affichés. Cela dit, une fois de plus, quand on regarde bien, l'effort, il porte surtout en fin de loi. Ouais. Il porte surtout en fin de loi. Ça veut dire qu'en fait, il engagera les politiciens qui vont succéder à ceux qui ont écrit la loi en cours. Voilà. Alors, hop, la loi de finances. La loi de finances 2023, c'est 44 milliards hors pension, plus 1,8 milliard aux anciens combattants, et donc les 9 milliards de pensions. Je l'ai mis en dessous, vous vous rendez compte, les USA, c'est 794 milliards, la Chine 911, l'Inde 75, la Russie 63. Voilà. Ce qui peut paraître peu par rapport à l'effort de guerre qu'ils ont à soutenir actuellement. Voilà, mais ces chiffres, il faut bien connaître. Loi de programmation, 400 milliards. Là, on est à 43 milliards par an pour le moment. Voilà, on verra bien. Alors, là, c'est très embêtant, parce que là, on a quand même des tableaux qui sont... Ouais, on a quand même des tableaux qui sortent pas. Mais ça fait rien, on va faire 100 et puis je répondrai. Là, je vous avais mis les effectifs des armées, classés par armée, etc., etc. Pourquoi pas supporter... Si vous cliquez dessus, je vais voir, mais... Non. Alors, si j'enlève la couleur... Non, mais je crois que... Non, c'est la conversion. La conversion, c'est d'un ordinateur à l'autre, c'est pas bien fait. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on compte tout, l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, les gendarmeries, parce qu'il y a des forces spéciales de la gendarmerie, des gendarmeries spéciales, etc., on arrive, et avec le personnel civil, à peu près 65 000, on arrive à 370 000 hommes et femmes dans les armées. Voilà. Mais, hop, c'est la même chose. Là, lorsqu'on arrive aux armées sans la gendarmerie ni le personnel civil, on tombe déjà à 204 000. Parce qu'en fait, on compte la gendarmerie au ministère, mais en fait, elle est pas au ministère, voilà. Donc, déjà, il faut l'enlever, et on enlève les civils, on tombe à 204 000. Et si on enlève, c'est la même chose, si on ne garde que les militaires des 3 armées, on tombe à 190 000. Soit 10 000 de moins que la seule armée de terre en 94, il y a 30 ans. Voilà pour les effectifs, mais de toute façon, je voulais commenter que les chiffres en bas, pour que vous ayez une claire perception, parce que vous entendez souvent dire, ouais, les armées, c'est 370 000 hommes, oui, avec les civils, et la gendarmerie. Si on enlève les civils et la gendarmerie, c'est 204 000, ça fait quand même un paquet en moins. Et si on ne conserve que les 3 armées stricto sensu, ça fait 190 000. Voilà. Et si vous gardez l'armée de terre qui est à 115 000, l'armée de terre à 115 000, elle engage une force terrestre de 77 000 max.
Max. Alors, où ils sont passés tous les autres? Ben, il y en a au service du commissariat, il y en a à l'état-major des armées, il y en a au service de santé, il y en a à la direction interarmée des transmissions, il y en a au service interarmé de la défense, le service militaire volontaire. Il y a un point que les gens ignorent, c'est les écoles. Il faut bien former les soldats et les centres de formation et les postes élèves. Je disais tout à l'heure, quand on convient de ne pas envoyer en opération dure un soldat de moins d'1 an de formation, cela dit, pendant 1 an, on le paye. Mais il n'est pas projetable. Voilà. Et donc, il rentre pas dans les 77 000, hein. Voilà. Et puis, on en a qui sont en reconversion, et quand ils sont en reconversion, ils sont payés pendant la période où ils sont en reconversion. Voilà. Je vous ai fait grâce des congés de longue maladie, etc., etc. Enfin, c'est un peu comme tout le monde, quoi. Voilà. Donc, on arrive, finalement, de 115 000 à une force terrestre de 77 000, c'est-à-dire qu'elle tient sur la pelouse du Stade de France. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, tiens, dans le Stade de France. Je dis, non, sur la pelouse du Stade de France. C'est un peu. Alors, maintenant, les moyens. Les moyens, c'est pour vous donner une idée, un petit peu. Les moyens interarmés, alors j'ai mis deux chiffres. Vous voyez, il y a le chiffre de 2023 et ce qui est prévu en fin de loi de programmation. Alors, on aura en fin de loi de programmation, on aura toujours nos 4 satellites, militaires. En revanche, tout ce qui est défense anti-drone, c'est ce bazar-là, ici. Pas le bateau, le bateau il est protégé. Là, ce sont essentiellement des émetteurs particuliers. On aurait à peu près 47 systèmes déployables en fin de loi de programmation. Pour ce qui concerne les hélicoptères interarmés, je dis bien, ce sont des moyens interarmés. À ce moment-là, on aurait une 20aine d'hélicoptères Guépard. Et puis là, on aurait des moyens lourds, ici, de défense solaire. Voilà. Des moyens plus légers, ici, de défense. Ça va en gros à 20 km. Celui-là, c'est le plus petit, Serval. Ici, ça va à 6 km. Ceux-là, c'est le Crotale, on n'en aura plus. Et ils seront remplacés par ceux-là, les Mika, qui iront à 80 km. Voilà. Et on en aura 9. Pour le moment, on n'en a aucun. Voilà. Donc, il faut regarder toujours les 2 chiffres. Moi, le chiffre de la loi de programmation, je ne les invente pas. Alors, si on regarde l'armée de terre, Charles Leclerc, j'ai connu, moi, j'étais à l'école de guerre, la cible en Charles Leclerc, elle était à 1400 Charles Leclerc. Elle n'a pas arrêté de descendre. Quand j'étais chef d'état-major de l'armée de terre, j'ai dû recevoir le 456e et dernier Charles Leclerc. On avait déjà ferraillé les 50 premiers. Voilà. Donc on est en train de les rénover, etc., etc. Donc il restera 200 Charles Leclerc. Voilà. Ici, ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Jaguar. Ah, celui-là. Alors dites 238. Alors, il a un tout petit canon. Il a un tout petit canon, mais c'est des canons à munitions télescopées de 40 mm, ce qui présente des avantages. C'est-à-dire que comme le but est beaucoup plus petit, on en emmène beaucoup plus, et il perce autant que les gros. Donc on ne voit pas pourquoi on prendrait des gros qui prendraient de la place. Voilà. Et ça perce à peu près tout jusqu'à 4000 mètres. 4000 mètres, ça fait loin. Voilà. Ensuite, on a ce qui remplace le véhicule de l'avant blindé, ici. Griffon. Je l'ai dit, on a encore des VAB qui tournent en Afrique, etc., etc. Moi, j'ai appris à piloter le VAB comme lieutenant. Marquez, la tôle est épaisse, donc c'est solide. Enfin bon, maintenant ils arrivent un petit peu au bout quand même. Ensuite, les véhicules de combat d'infanterie. C'est ce que je disais tout à l'heure, une trentaine de tonnes, un seul par A400M, par avion de transport. Voilà. Ensuite, derrière, c'est les Serval, c'est des petits véhicules blindés. Ensuite, on a nos hélicoptères Tigre. Ensuite, la flotte de transport reste à peu près la même. Et là, nos canons, c'est du César ici, 58, il nous en reste. On devrait remonter à 109. Voilà à peu près où on en est. Donc, ce qu'il faut regarder sur ce tableau, si vous voulez, c'est les cibles terminales.
il y aura intérêt à regarder. Ici, on passe de 189 à 1405. Normalement, en 7 ans. Nous verrons bien. Les moyens de l'armée de l'air. Les moyens de l'armée de l'air, les Rafales, ça devra en avoir 137. Évidemment 37. Ici, c'est les MRTT. Alors, c'est les moyens de transport aérien. Ils sont mixtes, hein, tanker et transport, hein, permettent de ravitailler les avions en vol. Et là, on a toujours derrière nos beaux avions 2000D, Mirage, ici. Il en restera encore 48. Là, nos 4 AWACS, on devrait avoir 35 avions de transport, 400M, et ici, alors, et les drones. Alors les drones, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Ça, c'est des drones qui volent quasiment une journée, ça. Hein. C'est important. Hein. Mais les drones se développent partout. Je l'ai pas mis dans l'armée de terre, mais les drones se développent actuellement de façon exponentielle. L'armée de terre vient de créer une école du drone. Voilà. Des petits drones, des grands drones, des drones moyens, etc. Ça dit, c'est pas la panacée universelle, le drone. Hein. Parce que le drone, pour qu'il vole, il faut des fréquences. Il faut des liaisons satellitaires, etc., etc. On me disait, en Afghanistan, là, pourquoi il n'y avait pas les drones? Je dis, pourquoi il n'y avait pas les drones? Je vais vous le dire, moi, pourquoi il n'y avait pas les drones. C'est que, à ce moment-là, on n'avait pas 3 satellites au-dessus de la zone d'action. Et pour qu'un drone passe, fonctionne, s'y retrouve, il faut 3 satellites au-dessus. Hein. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Le drone, c'est pas le petit truc qu'on envoie avec un machin comme ça, là. Hein. Ah si, ça fonctionne un peu, ça, on peut toujours, hein. Non, mais... Alors, pour les bateaux, il n'y a pas d'évolution très, très, très importante, hein. On a toujours nos 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Notre porte-avions, à cet horizon, il y en a le remplaçant sera en chantier. Voilà. Les Rafales marines, 41, qui emmènent l'arme nucléaire aussi. Hein. Et puis là, c'est les sous-marins, en fait, on en a 8 actuellement, et on aura 6 Barracuda à cet horizon-là. 18 frégates de premier rang, nos 3 porte-hélicoptères, dont 2 sont au large de la Palestine aujourd'hui, là. Ça, c'est des avions de surveillance embarqués, nos brigades de surveillance maritime, les hélicoptères de la marine et les bateaux de ravitaillement. Voilà. Donc en fait, la marine, ça, regardez les chiffres derrière. Vous voyez, on est quasiment sur une certaine stabilité, à part pour le Barracuda, ce qui change surtout la nature des sous-marins. Là, on diminue même. Hein. Voilà. Donc globalement, la marine, elle reste stable à cet horizon. Hop, pas tout de suite les questions. Allez. Alors des points particuliers. Actuellement, ça vous a pas échappé, on entend dire un peu partout, les armées, l'armée de terre en particulier, rencontrent des problèmes de recrutement. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème de fidélisation. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est soldat pour l'avoir voulu. Il n'y a plus de contraintes du tout. C'est un métier qui pique un peu les yeux. J'étais chargé du recrutement pendant la montée en puissance de la professionnalisation. On recrute dans une logique de métier. Pour un régiment donné. C'est-à-dire qu'on recherche, c'est un peu comme la NPE, on cherche pour le 516e régiment du train à Toul, 3 conducteurs poids lourds, un boulanger, un armurier, etc. Des gens qu'on va former, hein, ou qui ont des formations antérieures. On ne recrute pas des soldats pour les envoyer ensuite. C'est-à-dire que le soldat, quand il pousse la porte d'un centre de recrutement, il sait qu'il veut aller là. Pourquoi? Parce qu'il a de la famille, etc., ou parce que ça l'intéresse. Il sait qu'il veut faire tel métier. Et parfois, il comprend pas que d'abord, il est soldat. Comme je leur disais souvent, oui, décroissant, oui, mais à Kaboul. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on peut être boulanger, on peut être truc, mais on est projetable, on suit les forces, etc., etc.
On dirait qu'on a un peu de mal. Ensuite, le premier obstacle à la fidélisation, c'est la vie en collectivité. Vous savez, vous regardez les gosses aujourd'hui, c'est sort de ma chambre, quoi. Voilà, c'est à moi, ces trucs. Donc très individualiste. Le fait, on est tous ces jeunes qui ont vécu souvent tout seuls ou vous les remettez tous ensemble pendant un moment, ça devient compliqué. Ça devient compliqué et il y a les premiers pas dans le métier sont compliqués. Alors vous rajoutez là-dessus la météo, la fatigue physique, la rigueur du commandement, etc. Il y a quand même des gamins qui ont un peu de mal à s'y faire. Voilà. Le recrutement sera vraiment le problème des prochaines années. C'est un problème majeur. Parce que si on recrute pas, on ne peut pas imaginer que ce pays n'ait pas d'armée. Donc ça veut dire qu'il faudra revenir à des solutions antérieures et plus contraignantes. Je ne vois pas comment il pourrait en aller autrement. Alors, arrivé au terme de cet exposé, il me faut répondre à la seule interrogation qui vaille, comme je l'avais fait une fois à l'Académie à Montpellier. Les armées sont-elles en mesure d'assurer la sécurité nationale ou de prendre leur part à la sécurité du pays? Oui. Les armées sont en mesure d'exécuter les missions et contrats opérationnels qui leur sont confiés par le pouvoir politique. Mais ça, il faut bien comprendre. Tout ce que je vous ai expliqué là à un moment, ce sont des contrats opérationnels. Je ne suis pas rentré dans le détail des forces déployées, etc., mais ce sont des contrats opérationnels fixés par le pouvoir politique, avec en regard les moyens qui sont nécessaires. Voilà. Donc ça, on sait faire. S'il faut faire plus, on dira, attendez, vous ne nous l'avez pas demandé, quoi. Et vous ne nous avez pas donné les moyens pour le faire. C'est ça qui est important. Alors oui, nous sommes en mesure de le faire, sous réserve du respect des cadres d'engagement définis par les différents livres blancs, leur documentation, leurs documents d'actualisation, les lois de programmation militaire. Les lois de programmation militaire fixent les échéances, définissent les missions, du respect des plans d'équipement et de leur actualisation, notamment en cas d'usure prématurée, par suremploi opérationnel ou obsolescence technologique. Alors, est-ce que les difficultés de recrutement posent un problème? C'est une question existentielle pour les armées. C'est pas une question existentielle pour les armées. C'est une question existentielle pour ce pays. Je vous remercie.